Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute! Samuel Vimer leva un gros orteil et ouvrit le robinet d'eau chaude. On frappa respectueusement à la porte et Vilquin, le vieux serviteur, entra. « Monsieur a-t-il besoin de quelque chose ?» Vimer réfléchit. « Madame m'a dit que vous n'aviez pas besoin d'alcool, » reprit Vilquin, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ah bon ? » ?»« Absolument, monsieur, mais j'ai apporté un excellent cigare. » Il grimaça en voyant Vimer en trancher le bout d'un coup de dent et le recracher par-dessus le bord de la baignoire, mais il sortit des allumettes et le lui alluma. « Merci, Vilquin. C'est quoi votre petit nom ? » ?»« Mon petit nom, monsieur ? » ?»« Je veux dire celui qu'on vous donne quand on vous connaît mieux. »« Vilquin, monsieur. »« Oh, alors d'accord. Bon. Vous pouvez disposer, Vilquin. »« Oui, monsieur. » Vimer se renversa en arrière dans l'eau chaude. La voix intérieure était toujours présente quelque part, mais il s'efforça de l'ignorer. « En ce moment, disait-elle, tu devrais patrouiller dans la rue des Petits-Dieux, à côté du vestige de muraille de la vieille ville, où tu pourrais t'arrêter et fumer une roulée à l'abri du vent. » Pour ne plus l'entendre, il se mit à chanter à tue-tête. Les égouts caverneux sous la ville résonnaient pour la première fois depuis des millénaires de voix humaines et quasi-humaines. « Hé ho, hé ho, ouk 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 ouk. Vous tous bêtes. C'est plus fort que moi, c'est mes origines presque naines. On aime chanter sous terre. Ça nous vient naturellement. D'accord, mais pourquoi lui chante ? Il est primate. Il est convivial. » Ils avaient apporté des torches. Des ombres bondissaient parmi les piliers de la grande caverne et fuyaient dans les tunnels. Malgré les dangers qui les guettaient peut-être, Carotte ne se sentait pas de joie devant ce qu'il découvrait. « C'est incroyable ! La Via Cloaca est citée dans certains livres que j'ai lus, mais pour tout le monde, c'était une rue qui n'existait plus. Ouvrage superbe. Une chance pour vous que le fleuve ait été si bas. On dirait que ces tunnels sont normalement pleins d'eau. »« C'est ce que j'ai dit, » fit Bourricot. « Plein d'eau, j'ai dit. » Il jeta un coup d'œil circonspect aux ombres dansantes qui évoquaient des formes curieuses et inquiétantes sur le mur du fond. Animaux bipèdes bizarres, créatures souterraines effrayantes. Carotte soupira. « Arrêtez de faire des ombres, détritus. »« Ouk. »« Il a dit quoi ? » ?»« Il a dit « Faites-nous le lapin difforme, c'est celui que je préfère », traduisit Carotte. Des rats bruissaient dans le noir. Bourricot fouilla les ténèbres des yeux. Il imaginait sans arrêt des silhouettes, plus loin, qui visaient le long d'une espèce de tube. Il y eut un silence embarrassant lorsqu'il perdit les traces sur la pierre mouillée, mais il les récupéra près d'un mur tapissé de moisissures. Puis, il retrouva le conduit qui l'intéressait. Il avait fait une marque sur les pierres. « C'est pas loin, » dit-il en tendant la torche à Carotte. Carotte disparut. Ils entendirent ses pas dans la vase, puis un sifflement de surprise, suivi d'un silence. Carotte réapparut. « Ma parole, » dit-il. « Vous savez qui c'est, vous deux ? » ?»« On dirait... » commença Bourricot. « On dirait des ennuis, » fit Carotte. « Vous comprenez pourquoi on l'a pas monté ? Transporter un cadavre d'homme dans les rues en ce moment, ça serait pas une bonne idée, je me suis dit. Surtout celui-là. »« Je pense un peu ça aussi, » fit spontanément Détritus. « Très juste, » dit Carotte. « Bravo les gars. Je crois qu'on ferait mieux de le laisser pour l'instant et revenir plus tard avec un sac. Et n'en parler à personne. »« Sauf aux sergents et aux autres, » dit Bourricot. « Non, même pas à eux. Ça les rendrait tous nerveux. Comme vous voulez, caporal Carotte. On a affaire à un cerveau malade, les gars. » Une lumière souterraine se fit dans l'esprit de Bourricot. « Ah !
fit-il. Vous soupçonnez le caporal Chic, chef ? Pire, venez, on va remonter. Il se retourna vers la grande caverne plantée de piliers. Vous avez une idée de l'endroit où on est, Ouriko ? Peut-être sous le palais, chef. C'est ce que je me disais. Évidemment, les tunnels vont partout. Les pensées inquiètes de Carotte suivirent leur train cahotant vers une voie secondaire. Il y avait de l'eau dans les égouts, même par cette sécheresse. Des sources s'y écoulaient, ou des fuites filtraient de beaucoup plus haut. Partout, on entendait des gouttes tomber et des éclaboussures. Et partout, on respirait un air frais, très frais. Le secteur aurait paru presque agréable sans la présence d'un cadavre prostré à l'air triste qui ressemblait trait pour trait au clown Ribouldingue. Vimer se sécha. Vilquin avait également préparé une robe de chambre aux manches ornées de brocart. Il l'enfila et entra tranquillement dans son vestiaire. Encore une nouveauté, ça. Les riches disposaient même de locaux où s'habiller et de vêtements à enfiler le temps de se rendre au vestiaire, au dressing, comme il disait, pour se vêtir. On lui avait préparé des vêtements propres. Ce soir, il avait droit à une tenue fringante jaune et rouge. À cette heure-ci, il aurait dû patrouiller rue de la Mélassière. Et à un chapeau, piqué d'une plume. Vimer s'habilla et se coiffa même du chapeau. Il paraissait tout à fait normal, mais on s'apercevait vite qu'il évitait de croiser son propre regard dans le miroir. Les agents du guet se tenaient assis autour de la grande table du corps de garde, la mine sombre. Ils n'étaient pas de service. Ça ne leur était encore jamais vraiment arrivé. « Et si on taquinait les brèmes ?» proposa joyeusement Chicard. Il sortit un paquet de cartes graisseuses de quelque part dans les replis répugnants de son uniforme. « T'as déjà délesté tous les copains de leur solde hier, » dit le sergent Colomb. « C'est l'occasion jamais de les regagner alors ?»« Ouais, mais t'avais 5 rois dans ton jeu, Chicard. » Chicard brassa les cartes. « Marrant ça, dit-il, il y a des rois partout à bien y regarder. »« Ça sûrement, si on regarde bien dans ta manche. »« Non, je veux dire, il y a la voie royale à Ancre, des rois aux cartes, et on touche le denier du roi quand on s'engage, dit Chicard. Des rois, on en a partout sauf sur le trône en jonc du palais. Moi je vous le dis, il n'y aurait pas toutes ces emmerdes dans le patelin si on avait un roi. » Carotte contemplait le plafond, les sourcils froncés à force de concentration. Détritus, lui, comptait sur ses doigts. « Ben tiens, fit le sergent Colomb, la bière coûterait un sou à la pinte, les arbres fleuriraient. Oh ouais, dès qu'un type se cogne un doigt de pied dans cette ville, ça serait pas arrivé si on avait un roi. Vimer piquerait sa crise si t'entendais raconter des trucs pareils. » Le populo, il écouterait un roi en tout cas, fit Chicard. Vimer te dirait que c'est justement ça le hic. C'est comme ça sa phobie de l'utilisation de la magie. Ce truc-là, ça le fout en rogne. « Comment vous trouvez roi pour commencer ?» demanda Détritus. « Y en a un qui a débité un rocher à la scie, » répondit Colomb. « Ah, antisiliconisme ?»« Non, un gus a sorti une épée d'un caillou, » dit Chicard. « Comment il savait qu'elle était dedans, dis ?» demanda Colomb. « Elle dépassait, non ?»« Ou n'importe qui pouvait la prendre, dans cette ville-ci. Seul le roi légitime pouvait le faire, tu vois, dit Chicard. « Oh, d'accord, fit Colomb, je comprends. Oh oui, alors d'après ce que tu dis, quelqu'un avait décidé qui était le roi légitime avant qu'il la sorte ? Moi, ça m'a l'air d'une combine. Un type devait avoir un faux rocher creux avec un nain à l'intérieur qui s'y accrochait avec des tenailles jusqu'à ce que le bon candidat s'amène. » Une mouche rebondit un moment sur le carreau de la fenêtre, puis zigzaga à travers le poste de garde, avant de se poser sur une poutre où la hache de bourricot, lancée d'une main négligente, la coupa en 2. « T'es trop terre-à-terre, Fred, fit Chicard. Moi, ça m'aurait pas gêné d'être un chevalier en armure éblouissante. C'est ce que fait un roi quand tu rends service. Il t'arme chevalier. Pour toi, agent du guet de nuit en armure merdique, c'est le boulot ad hoc, dit Colomb en jetant fièrement un regard à la ronde, afin de voir si on avait remarqué les 2 mots en italique. Non, pas de danger que je respecte un mec parce qu'il a sorti une épée d'un caillou. Ça fait pas de lui un roi. Remarque, ajouta-t-il, le gars qui arriverait à l'enfoncer dans le caillou, son épée,
Ce gars-là, mon vieux, ce serait vraiment un roi. Mieux que ça, un as, renchérit Chicard. Angua bâilla. Ding, 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 ding. Bon Dieu, c'est quoi ce truc fit Colomb. La chaise de Carotte retomba lourdement en avant. Le caporal fouilla dans sa poche pour en extraire un étui de velours qu'il renversa sur la table. Un disque doré de 7 ou 8 centimètres de diamètre en glissa. Le jeune homme pressa un bouton poussoir sur le côté et le disque s'ouvrit comme une palourde. Les agents du guet, interrompus dans leur conversation, examinèrent l'objet. « C'est une pendule » demanda Angua. « Une montre » répondit Carotte. « Elle est très grosse. »« C'est à cause du mécanisme. Faut de la place pour tous les rouages. Les petites montres ont à l'intérieur leur petit démon temporel, mais elles durent pas longtemps et elles donnent de toute façon une heure farfelue. Ding 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 ding, ding dong ding ding. Et elle joue un air, fit Angua. Toutes les heures, dit Carotte, ça fait partie du mécanisme. Ding, ding, ding. Et après elle les sonne, ajouta Carotte. Elle retarde alors, fit observer le sergent Colomb. Toutes les autres ont déjà sonné, on les a bien entendues. Mon cousin Jorgen en fabrique des comme ça, dit Bourricot. Elles sont plus précises que les pendules à démon ou à eau et que les bougies, et que les gros machins à balancier. Il y a un ressort et des roues dentées, fit Carotte. La pièce importante, poursuivit Bourricot en sortant une loupe d'horloger d'un recoin de sa barbe pour examiner attentivement la montre, c'est un petit bidule qui va et vient et empêche les roues de tourner trop vite. Comment il le sait, le bidule, qu'elles vont trop vite demanda Angua. C'est plus ou moins prévu, répondit Bourricot. J'y comprends pas grand-chose moi-même. C'est quoi cette inscription-là ? Il la lut tout haut. Une montre et son tic-tac pour vous rappeler les gendarmes et leur tactique, vos bons amis du guet ? C'est un jeu de mots, expliqua Carotte. Un long silence gêné suivit. J'ai avancé quelques piastres pour chacun de vous, les nouvelles recrues, ajouta-t-il en rougissant. Je veux dire, vous me rembourserez quand vous voudrez, si vous y tenez. Enfin, vous seriez forcément devenus ses amis, une fois que vous l'auriez mieux connu. Les autres gendarmes échangèrent des regards. Ils pourraient conduire des armées, songea Angua, sans rire. Certains individus ont inspiré à des pays entiers des actions d'éclat par la puissance de leur vision. Il est de cette trempe. Non pas parce qu'il rêve de hordes en marche, de domination du monde ou d'un empire de 1000 ans, mais seulement parce qu'à son avis, chacun possède un bon fond et s'entendrait avec ses voisins s'il voulait s'en donner la peine. Et sa conviction est si forte qu'elle brûle comme une flamme plus grande que lui. Il vit un rêve, et nous y participons tous, de sorte que son rêve façonne le monde qui l'entoure. Et le plus curieux, c'est que personne ne veut le décevoir. Ce serait comme flanquer un coup de pied au plus gros chiot de l'univers. C'est une espèce de magie. Faut pas trop frotter, sinon l'or s'en va, dit Bourricot. Mais c'est une bonne montre, s'empressa-t-il d'ajouter. J'espérais qu'on pourrait lui offrir ce soir, fit Carotte, et qu'on sortirait tous prendre un verre. Pas une bonne idée, dit Angua. Attends donc demain, conseilla Colomb. On fera une aide d'honneur au mariage, c'est traditionnel. Tout le monde lève son épée en l'air pour former une arche. On n'a qu'une seule épée à nous tous, fit observer Carotte d'un air malheureux. Ils regardèrent tous par terre. C'est pas juste, dit Angua. Je me fiche de qui a volé je ne sais quoi à la guilde des assassins, mais il avait raison de vouloir trouver qui a tué M. Coinjarret. Et personne ne s'intéresse à l'Étinib. Veut bien trouver qui tirait sur moi, fit Détritus. Qu'on soit assez bête pour voler les assassins, ça me dépasse, dit Carotte. C'est ce qu'a dit le capitaine Vimer. D'après lui, il faut être un fou pour avoir l'idée de cambrioler la guilde. Ils regardèrent à nouveau par terre. Comme clown ou bouffon, fit Détritus. Détritus, il ne parlait pas d'un fou avec un chapeau à grelots, expliqua Carotte d'une voix aimable. Il voulait seulement dire qu'il faut être une espèce d'id... Il s'interrompit. Il fixa le plafond. Ça, par exemple, fit-il, c'est aussi bête que ça ? Aussi bête que quoi ? Demanda Angua. On cogna à la porte. Ce n'était pas un toc-toc poli.
plutôt les coups violents de qui va se faire ouvrir la porte, sinon il l'enfonce. Un garde entra en trébuchant dans le poste. Il avait la moitié de son armure arrachée et un œil au beurre noir, mais les agents parvinrent à reconnaître Squelly Muldor du guet-de-jour. Colon l'aida à se redresser. « Tu t'es bagarré, Squelly ?» Squelly leva les yeux sur Détritus et gémit. « Les salauds, ils ont attaqué le guet. »« Qui ça ?»« Eux !» Carotte lui tapota l'épaule. « Ce n'est pas un troll, dit-il, c'est l'agent Détritus, pas de salut. »« Les trolls ont attaqué le guet-de-jour ?»« Ils balancent des pavés. »« Peut pas leur faire confiance, dit Détritus. »« À qui ?» demanda Squelly. « Au troll ? Sale type à mon avis. » Fit Détritus avec toute la conviction d'un troll doté d'une plaque. « Gardez l'œil sur eux. »« Qu'est-ce qui est arrivé à Faux-Fuyant ?» demanda Carotte. « Je sais pas. Faites quelque chose, vous autres. »« On nous a démissionné, dit Colon. Officiel. »« M'en raconte pas de salade. »« Ah !» fit joyeusement Carotte. Il sortit un bout de crayon de sa poche et cocha un article de son livre noir. « Vous avez toujours votre petite maison de la rue Pignon-sur, sergent Muldor ?»« Quoi ? Oui. Et alors ? Est-ce que le loyer dépasse 1/4 sou par mois ?» Muldor le fixa de son unique œil en état de marche. « T'es naïf ou quoi ?» Carotte lui fit un grand sourire. « C'est vrai, sergent Muldor, mais répondez-moi quand même. Plus d'1/4 sou, vous diriez ? Y a des nains qui cavalent dans les rues en cherchant la bagarre et tu veux connaître les loyers qui se pratiquent ? 1/4 sou ? T'es débile, c'est pas possible. Ça se monte au moins à 5 piastres par mois. » « Ah, fit Carotte en cochant encore son livre. C'est l'inflation, évidemment. Et j'imagine que vous avez une casserole. Est-ce que vous êtes propriétaire d'au moins 2 arpents 1/3 et de plus d'une demi-vache ? » D'accord, dit Muldor. C'est un genre de blague, hein ? Je crois qu'on doit pouvoir déroger à la quotité de propriété requise, dit Carotte. Ça dit ici qu'on peut y déroger pour un citoyen de bonne réputation. En fin de compte, est-ce qu'il y a eu d'après vous un manquement irrémédiable à la loi et l'ordre dans cette ville ? Ils ont renversé le chariot de Planteur-la-Gorge et l'ont forcé à bouffer 2 de ses saucisses dans un petit pain. Oh la vache, fit Colon. Sans moutarde ? On peut considérer ça comme un oui, dit Carotte. Il cocha encore sa page et referma le livre avec un claquement catégorique. Vaudrait mieux y aller, fit-il. On nous a dit, commença Colon, conformément aux lois et arrêtés d'Ankh-Morpork, le coupa Carotte, tous les habitants de la ville, en cas de manquement irrémédiable à la loi et à l'ordre, doivent, à la requête d'un agent municipal reconnu citoyen de bonne réputation, là il y a tout un machin sur la propriété et je sais pas quoi, et ensuite ça reprend, se constituer en milice pour assurer la défense de la cité. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Angois. « Milice, méditait le sergent Colon. « Minute, vous pouvez pas faire ça, dit Muldor, c'est des âneries. C'est la loi, jamais abrogée, répliqua Carotte. On n'a jamais eu de milice, jamais eu besoin de ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression. Bon, écoutez, fit Muldor, vous revenez avec moi au palais. Vous êtes des gars du guet. Et on va défendre la ville, dit Carotte. Un flot de gens s'écoulait devant le guet des orfèvres. Carotte arrêta un couple en se contentant d'avancer la main. « Monsieur Poplet, non ?» dit-il. « Comment va l'épicerie ? Bonjour, Madame Poplet. »« Vous avez pas entendu ?» fit l'homme dans tous ses états. « Les trolls ont mis le feu au palais !» Il suivit le regard de Carotte dans la grande rue jusqu'à la masse sombre du palais, tapie dans la lumière déclinante du début de soirée. Aucune flamme dévastatrice ne virevoltait à la moindre fenêtre. « Ma parole, fit Carotte. « Et y a des nains qui cassent des carreaux et tout, ajouta l'épicier. Fait pas bon être un chien en ce moment. On peut pas leur faire confiance, dit Bourricot. L'épicier le fixa des yeux. Vous êtes un nain, vous ? Demanda-t-il. Incroyable. Comment ils font tous ? Dit Bourricot. Bon, je me sauve. Faut pas traîner. Je tiens pas à voir Madame Poplet violée par ces petits démons. Vous savez ce qu'on raconte sur les nains. Les agents du guet regardèrent le couple se fondre à nouveau dans la foule. Ben, moi, je sais pas, dit Bourricot pour lui-même. C'est quoi ce qu'on raconte sur les nains ? Carotte attrapa un homme qui poussait un chariot. Ça vous ennuierait de me dire ce qui se passe, monsieur ? Demanda-t-il. Et est-ce que vous savez ce qu'on raconte sur les nains ? Ajouta une voix derrière lui. C'est pas un monsieur, c'est la gorge, dit Colon. Et regardez-moi cette couleur de peau. Normal, il est si brillant, s'étonna Détritus.
je vais très bien, fit Planteur. Ah, tant pis pour ceux qui critiquent ma marchandise. Qu'est-ce qui se passe, la gorge demanda Colomb. On dit, commença un planteur à la figure verte. Qui ça, on fit Carotte. On dit, répéta Planteur. Vous savez bien, on, tout le monde. On dit que les trolls ont tué quelqu'un aux sœurs Étienne, que les nains ont bousillé la poterie de nuit de Crayol le troll et démoli le pont d'Airain et... Carotte regarda plus loin dans la rue. Vous venez de le passer, le pont d'Airain, fit-il. Ouais, ben, c'est ce qu'on dit, soutint Planteur. Oh, je vois. Carotte se redressa. Est-ce que des fois on aurait dit, comme ça en passant, quoi, autre chose sur les nains demanda Bourricot. Je crois qu'il va falloir aller toucher un mot au guet de jour à propos de l'arrestation de Frontagne, dit Carotte. On n'a pas d'armes, objecta Colomb. Je suis sûr que Frontagne n'a rien à voir avec le meurtre de Cognejarret, affirma Carotte. Notre arme, c'est la vérité. Quel mal peut-il nous arriver si on est armé de la vérité ? Ben, un carreau d'arbalète peut, par exemple, nous rentrer dans l'œil et nous ressortir à l'arrière du crâne, répondit le sergent Colomb. D'accord, sergent, fit Carotte. Alors, où est-ce qu'on va trouver d'autres armes ? La masse de l'armurerie se profilait sur le fond de soleil couchant. Il était curieux de trouver une armurerie dans une ville qui se servait de la duperie, de la corruption et de l'assimilation pour vaincre ses ennemis, mais comme disait le sergent Colomb, une fois qu'on leur avait confisqué leurs armes, il fallait bien un local où entreposer tout ça. Carotte cogna à la porte. Au bout d'un moment, il entendit des pas et un petit panneau coulissa. Une voix méfiante lança. « Oui ?»« Caporal Carotte, milice municipale. »« Jamais entendu causer. Fous le camp !» Le panneau se referma sèchement. Carotte entendit Chicard ricaner. Il frappa encore une fois à la porte. « Oui ?»« Je suis le caporal Carotte. » Le panneau se déplaça, mais heurta le bâton que le jeune homme enfonça dans l'ouverture. « Et je viens récupérer quelques armes pour mes hommes. »« Ah ouais ? Où est ton autorisation ? » ?»« Quoi ? Mais je... » Le bâton fut repoussé d'un coup, et le panneau reprit sa place avec un bruit sourd. « Excuse-moi, » dit le caporal Chic en repoussant Carotte. « Laisse-moi faire. Je connais la maison, comme qui dirait. » Il flanqua à la porte des coups de ses bottes à bout d'acier, codus et redoutés partout où des hommes gisaient à terre dans l'incapacité de se défendre. « Clac ! Je t'ai dit de foutre expert comptable, » annonça Chicard. Il y eut un instant de silence. « Quoi ? C'est pour l'inventaire. »« Où est ton auto... »« Ah, il me demande où est mon autorisation. » Chicard lorgna sur les gardes. « Oh, il me tient la jambe ici, pendant que ses potes se débinent par derrière pour aller récupérer la camelote qu'ils ont mise au clou, hein ? J'ai jamais... Ouais, et après, ouais, on va nous faire le coup des 1000 épées, ouais. 50 caisses empilées, mais les 40 du dessous sont pleines de cailloux, hein ? C'est quoi votre nom, monsieur ? Vous m'ouvrez cette porte tout de suite. Le panneau se referma. Suivit le bruit de verrou que tirait un gars nullement convaincu d'avoir pris la bonne décision et qui allait poser des questions insidieuses d'ici 1 minute. « T'as un bout de paplard sur toi, Fred ? Vite !»« Oui, mais... » fit le sergent Colomb. « N'importe quel paplard, magne-toi !» Colomb fouilla dans sa poche et tendit à Chicard sa note d'épicerie, à l'instant même où on ouvrait la porte. Chicard s'empressa d'entrer d'un air important, forçant l'homme à l'intérieur à reculer. « Vous sauvez pas !» cria-t-il. « J'ai rien trouvé de répréhensible. Je me sauvais pour l'instant. » Carotte eut le temps d'embrasser du regard un local caverneux peuplé d'ombres tarabiscotées. En dehors de l'homme, encore plus gros que Colomb, 2 trolls avaient l'air d'y manœuvrer une meule. L'actualité n'avait apparemment pas franchi les murs épais. « D'accord, pas de panique. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Je suis le caporal Chic, service municipal d'inspection du matériel de la ville d'Ankh-Morpork. » Le caporal agita le bout de papier sous le nez de l'homme à une vitesse que l'œil ne pouvait pas suivre, et sa voix hésita un peu en fin de phrase. « Pour vérification spéciale, contrôle, inspection, combien de personnes travaillent ici ? » ?»« Rien que moi. » Chicard montra les trolls du doigt. « Et eux ? »
L'homme cracha par terre. Oh, j'ai cru que vous parliez de personne. La main de Carotte avança automatiquement pour se plaquer contre le plastron de détritus. D'accord, fit Chicard, voyons voir ce qu'on a là. Il fila à toute allure le long des râteliers, si bien que tous les autres durent courir pour ne pas se laisser distancer. C'est quoi ça? Savez pas, hein? Mais si, c'est une arbalète de siège à triple câblage d'une tonne de tension montée sur affût avec cric à double effet. Voilà. Et ça, c'est pas une arbalète clatchienne renforcée avec mécanisme d'armement en pied de bique et baïonnette sous le fût? Ouais. Chicard soumit l'engin à un examen superficiel avant de le rejeter. Les membres restants du guet de nuit regardaient avec étonnement. À leur connaissance, Chicard n'avait jamais manié d'autre arme que le couteau. « Est-ce que vous avez un de ces arcs malabiens à 12 coups avec alimentation gravitationnelle ?» demanda-t-il sèchement. « Hein? Vous voyez tout ce que j'ai, monsieur ?» Chicard prit une arbalète de chasse à son râtelier. Ses bras maigrelets vibrèrent lorsqu'il actionna le levier d'armement. « Vendez les carreaux pour ce truc ?»« Ils sont là. » Chicard en choisit un sur l'étagère et le laissa tomber dans la gorge. Puis il visa le long du fût. Il se retourna. « Cet inventaire me plaît vraiment, dit-il, on prend le tout. » L'homme regarda l'œil de Chicard de l'autre côté du fronteau de mire, et devant une angoisse admirative autant qu'horrifiée, ne s'évanouit pas. « Votre petite arbalète ne me fait pas peur, dit-il. »« Te faire peur, ma petite arbalète ?» fit Chicard. « Non, c'est vrai, c'est une petite arbalète. Une petite arbalète comme ça peut pas faire peur à un gars comme toi, elle est si petite. Faut une arbalète plus grande que ça pour faire peur à un gars comme toi. » Angois aurait donné 1 mois de salaire pour voir de face la figure de l'intendant. Elle avait vu Détritus descendre l'arbalète de siège de son affût, l'armer d'une seule main au prix d'un grognement à peine perceptible, puis s'avancer. Elle imaginait désormais les yeux de l'armurier qui pivotaient dans leurs orbites, tandis que le froid du métal pénétrait le gras de sa nuque rougeaude. « Mais celle qui est derrière toi, c'est une grosse arbalète, » dit Chicard. Le carreau de fer de près de 2 mètres n'était pas particulièrement pointu. Il était censé fracasser des portes et non faire de la chirurgie. « Est-ce que je peux appuyer sur gâchette ?» gronda Détritus dans l'oreille de l'homme. « T'oserais pas tirer avec cet engin ici, c'est une arme de siège, ça traverserait carrément le mur. » « En 2e lieu, précisa Chicard. »« Quoi sert cette pièce ?» fit Détritus. « Bon, écoutez... » « J'espère que vous entretenez ce truc-là comme il faut, » dit Chicard. « Ces saloperies-là, y a pas mieux pour la fatigue du métal, surtout côté cran de sûreté. »« Quoi c'est un cran de sûreté ?» demanda Détritus. Le silence tomba. Carotte retrouva sa voix, perdue très loin. « Caporal Chic ?»« Oui, chef. Je prends la suite si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Il écarta doucement l'arbalète de siège, mais Détritus n'avait pas apprécié la plaisanterie sur les personnes et insistait pour ramener l'arme en position. « Voyez, fit Carotte, je n'aime pas la contrainte. On n'est pas là pour brutaliser ce pauvre homme. C'est un employé municipal, tout comme nous. Ce n'est pas bien de votre part de lui faire peur. Pourquoi ne pas demander gentiment ? » « Je regrette, chef, fit Chicard. Carotte tapota l'épaule de l'armurier. « Est-ce qu'on peut prendre quelques armes ?» dit-il. « Quoi ? Quelques armes ? Pour une mission officielle ?» L'armurier ne savait visiblement pas comment se sortir de pareille situation. « Vous voulez dire que j'ai le choix ?» fit-il. « Mais et comment ? On fait la police à l'amiable à Ankh-Morpork. Si vous ne vous sentez pas capable de satisfaire notre demande, il suffit de le dire. » Il y eut un léger bing lorsque la pointe du carreau de fer rebondit une fois encore derrière le crâne de l'armurier. Il cherchait en vain une réponse, mais le seul mot qui lui venait pour le moment à l'esprit était « feu ». Fit-il. Ouais, bien sûr, prenez ce que vous voulez. » Bien, bien. Et le sergent Colomb va vous donner un reçu, en spécifiant évidemment que vous remettez les armes de votre plein gré. »« Mon plein gré ?
Vous avez le choix absolu de la matière, bien entendu. La figure de l'homme se plissa sous l'effort d'une réflexion désespérée. Mais ta vie. Oui. Mais ta vie que c'est d'accord pour que vous les preniez. Prenez-les tout de suite. Bravo. Vous avez un chariot? Et est-ce que vous sauriez par hasard ce qu'on dit sur les nains? Demanda Bourricot. Une fois de plus, Angoisse soupçonna que Carotte n'avait pas conscience de faire de l'ironie. Il pensait chacune de ses paroles. Si l'homme avait vraiment tenu bon, Carotte aurait probablement laissé tomber. Évidemment, il y a un monde entre probablement et sûrement. Chicard, arrivé au bout de la rangée, poussait de temps en temps un petit cri de ravissement quand il découvrait un maillotin intéressant ou un glaive à l'air particulièrement mauvais. Il essayait de tout transporter tout d'une brassée. Il laissa alors tomber son fardeau et se précipita plus loin. « Oh, waouh! Une pompe à incendie clatchienne! Ça, c'est davantage mon haddock !» On l'entendit fourrager dans la pénombre. Il réapparut en poussant une espèce de boîte montée sur de petites roues couinantes. Elle était pourvue de diverses poignées, de gros sacs de cuir et d'un bec par devant. On aurait dit une très grosse bouilloire. En plus de ça, le cuir a été graissé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Carotte. « Et il y a de l'huile dans le réservoir !» Chicard actionna énergiquement un levier. Aux dernières nouvelles, on avait banni cette machine dans 8 pays. Les 3 religions voulaient excommunier tous les soldats qu'on choperait en train de s'en servir. Note de bas de page. 5 autres religions la tenaient pour une arme sainte et conseillaient de l'utiliser contre tous les infidèles, hérétiques, gnostiques et quiconque donnait des signes d'impatience durant les sermons. « Quelqu'un a du feu ?»« Tenez, fit Carotte, mais qu'est-ce que... Regardez !» Chicard gratta une allumette, l'approcha du tube à l'avant de l'appareil et actionna un levier. Au bout d'un moment, ils finirent par éteindre les flammes. « Il y a besoin d'un petit réglage, » dit Chicard à travers son masque de suie. « Non, » fit Carotte. Jusqu'à la fin de ses jours, il allait se rappeler le jet de feu qui lui avait roussi la figure au passage avant de s'écraser sur le mur d'en face. Mais c'est non, trop dangereux. C'est prévu pour... Moi, je prévois que ça risque de blesser des gens. Ah, fit Chicard, d'accord, fallait le dire. On cherche des armes qui font pas mal aux gens, c'est ça? Caporal Chic, lança le sergent Colomb, qui s'était trouvé encore plus près de la flamme que Carotte. Oui, sergent. T'as entendu le caporal Carotte. Pas d'armes barbares. Et puis comment ça se fait que t'en saches aussi long sur ces machins-là? Service militaire. Vraiment, Chicard, fit Carotte. J'avais un boulot très spécial, chef. Grosse responsabilité. Qu'est-ce que c'était? Intendant, chef, répondit Chicard en saluant avec allure. Vous, intendant? S'étonna Carotte. Dans l'armée de qui? Du duc de Pseudopolis, chef. Mais Pseudopolis a perdu toutes ses guerres. Ah bah... À qui vous avez revendu les armes? Alors ça, c'est de la diffamation. Elles sont restées un bout de temps indisponibles pour asticage et affûtage. Chicard, c'est Carotte qui te cause. Combien de temps en gros? En gros? Oh, à peu près tout le temps si on parle en gros, chef. Chicard? Chef? Vous n'êtes pas obligé de m'appeler chef. Oui, chef. Finalement, Bourricot resta fidèle à sa hache, mais s'en octroya 2 de plus après coup. Le sergent Colomb opta pour une pique, parce que la pique a ceci de particulier et d'avantageux que tout se passe à l'autre bout, c'est-à-dire loin. L'agent Angoisse se décida, sans grand enthousiasme, pour une épée courte, et le caporal Chic ressemblait à une espèce de porc-épic mécanique, hérissé de lames, arcs, pointes et machins noueux suspendus à des chaînes. « Vous êtes sûr, Chicard ?» demanda Carotte. « Vous ne voulez pas en laisser un peu ?»« C'est vachement du rail de choisir, chef. » Détritus en tenait à son arbalète gigantesque. « Vous ne prenez que ça, Détritus ?»« Non, chef. Prends silex et moraine, chef. » Les 2 trolls qui travaillaient dans l'armurerie s'étaient rangés derrière Détritus. « Je leur fais prêter serment, chef. Me sers de serment troll. »
Silex exécuta un salut d'amateur. Il a dit qu'il nous flanquerait des coups de pied dans nos têtes de gouloux si on s'engageait pas et si on faisait pas ce qu'on nous demande, chef, expliqua-t-il. Très vieux serment troll, dit Détritus, très fameux, très traditionnel. L'un d'eux pourrait porter la pompe à incendie Clatchienne, commença Chicard avec espoir. Non, Chicard. Bon, alors bienvenue dans le guet, les gars. Caporal Carotte ? Oui, Bourricot, c'est pas juste, c'est des trolls. On a besoin de tous les hommes qu'on trouve, Bourricot. Carotte s'écarta. Bon, il faut éviter de faire croire aux gens qu'on cherche la bagarre, dit-il. Oh, vu l'allure qu'on a, chef, on n'aura pas besoin de la chercher, fit le sergent Collomb d'un air abattu. Une question, chef, intervint Angois. Oui, agent Angois ? Qui est l'ennemi ? Vu l'allure qu'on a, on n'aura pas de mal à en trouver, fit le sergent Collomb. On ne cherche pas d'ennemis, on cherche des renseignements, dit Carotte. La meilleure arme qu'on a pour l'instant, c'est la vérité. Et pour commencer, on va aller à la guilde des fous, découvrir pourquoi Ferrer Ribouldingue a volé le fusil. C'est lui qui l'a volé, le fusil ? Je crois bien, oui. Mais il est mort avant qu'on le vole, objecta Collomb. Oui, fit Carotte, je sais. Ça, tout de même, reprit Collomb, c'est ce que j'appelle un alibi. L'escouade se mit en formation, puis en marche, au terme d'une brève discussion entre les trolls pour distinguer leur pied gauche du droit. Chicard jeta de nombreux regards de regret en arrière vers la pompe à incendie. Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. « 10 minutes plus tard, ils avaient franchi les cohues diverses et se trouvaient devant les guildes. « Vous voyez » fit Carotte. « Elles sont contiguës, dit Chicard. Et alors, il y a toujours un mur qui les sépare. »« Pas sûr, fit Carotte. Et on va vite le savoir. »« Est-ce qu'on a le temps ?» demanda Angois. « Je croyais qu'on allait voir le guet de jour. »« Il y a quelque chose que je veux découvrir avant, fit Carotte. Les fous ne m'ont pas dit la vraie vérité. »« Minute, papillon, minute !» protesta le sergent Collomb. « Ça va un peu trop loin, cette histoire. Écoutez, je veux pas qu'on tue qui que ce soit, d'accord ? Il se trouve que c'est moi le sergent, si ça vous intéresse. Compris, Carotte ? Chicard ? On touche pas aux arcs ni aux épées. C'est déjà pas malin de faire irruption dans l'enceinte de la guilde, mais on va au-devant d'ennemis sérieux si on tire sur quelqu'un. Le seigneur Vétérini s'en tiendra pas au sarcasme. Il risque de passer à... Collomb déglutit. La mise en boîte. Alors c'est un ordre. Qu'est-ce que tu veux faire d'ailleurs ? Je veux seulement qu'on me dise quelque chose, répondit Carotte. Ben, si on ne dit rien, pas question de violence. Écoute, tu peux leur poser des questions, d'accord. Mais si le docteur Leblanc fait des difficultés, on fiche le camp, vu ? Les clowns me flanquent les chocottes. Et lui, c'est le pire de tous. S'il répond pas, on se tire tranquillement et, je sais pas moi, on pense à autre chose. C'est un ordre, je le répète, t'as pigé ? C'est un ordre. S'il ne répond pas à mes questions, dit Carotte, je dois me tirer tranquillement, d'accord. Alors ça marche. Carotte frappa à la porte des fous, leva la main, saisit la tarte à la crème au moment où elle sortait par la trappe et la renfonça avec force. Puis, il donna un coup de pied dans le battant qui s'entr'ouvrit. Quelqu'un derrière fit « Ouille !» La porte pivota un peu plus sur un petit clown couvert de blanc de chaux et de crème. « Vous étiez pas obligé de faire ça, dit-il. Je voulais seulement me mettre dans l'ambiance, fit Carotte. Je suis le caporal Carotte, voici la milice des habitants, et on aime tous bien rigoler. Excusez-moi, sauf l'agent Bourricot. Et l'agent Détritus aime bien rigoler aussi, mais quelques minutes après tout le monde. Et nous venons voir le docteur Leblanc. Les cheveux du clown se dressèrent sur sa tête. De l'eau gicla de sa fleur de boutonnière. Est-ce que vous avez rendez-vous ? C'est l'heure de pointe. Je ne sais pas, répondit Carotte. On a rendez-vous ? Aucune idée. Mais si c'est l'heure de pointe, moi j'ai une boule de fer avec des piquants, proposa Chicard. Ça, c'est une étoile du matin, Chicard. Ah bon ? Oui, fit Carotte. Une heure de pointe, c'est quand il y a beaucoup de monde à venir voir quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut un rendez-vous. Alors qu'une étoile du matin, c'est un grand morceau de métal qu'on utilise pour écrabouiller méchamment les crânes. C'est important de ne pas confondre les deux. Pas vrai, monsieur ? Il haussa les sourcils. Pipeau, monsieur, mais...
Et si vous filiez annoncer à monsieur Leblanc que nous venons le voir avec une boule de fer hérissée de... Qu'est-ce que je raconte? Je veux dire, sans rendez-vous. S'il vous plaît? Merci. Le clown détala. Là, fit Carotte. Ça allait, sergent? Il va sans doute quand même faire de l'ironie, maugréa Colomb d'un air sombre. Ils attendirent. Au bout d'un moment, l'agent Bourricot sortit un tournevis de sa poche, puis examina le dispositif lance-tarte à la crème vissé à la porte. Les autres battirent la semelle, sauf Chicard qui n'arrêtait pas de se faire tomber des articles divers sur les pieds. Pipeau réapparut, flanqué de 2 bouffons musclés qui n'avaient pas l'air de jouir du moindre sens de l'humour. Le docteur Leblanc a dit qu'il n'existe pas de milice municipale, hasarda-t-il. Mais le docteur Leblanc a dit que si c'est vraiment important, il verra certains d'entre vous, mais pas le troll ni le nain. Il paraît que des bandes de trolls et de nains terrorisent la ville. C'est ce qu'on dit, fit Détritus en opinant. À propos, est-ce que vous savez ce qu'on... intervint un bourricot que Chicard fit taire d'un coup de coude. Vous et moi, sergent? Proposa Carotte. Et vous, agent Angois? Oh là là, fit le sergent Colomb. Mais ils suivirent Carotte dans le bâtiment sinistre et le long de couloirs lugubres jusqu'au bureau du docteur Leblanc. Le chef de tous les clowns, fous et bouffons se tenait debout au beau milieu, tandis qu'un bouffon tâchait de coudre un surplus de paillettes à son manteau. « Eh bien, bonsoir, docteur, fit Carotte. Je tiens à ce que vous sachiez que le seigneur Vétérini va être informé sur le champ de votre démarche, prévint le docteur Leblanc. Oh oui, je vais le mettre au courant. Je ne vois pas pourquoi vous venez m'importuner alors que des émeutes éclatent dans les rues. Ah, ben, nous nous en occuperons plus tard. Mais le capitaine Vimer m'a toujours dit, monsieur, qu'il y a de grands crimes et de petits délits. Parfois, les petits délits ont l'air de grands crimes, et les grands crimes, on les remarque à peine, mais l'important, c'est de savoir les reconnaître. » Ils se fixèrent du regard. « Et alors ?» demanda le clown. « Je voudrais que vous me parliez, dit Carotte, d'événements qui se sont déroulés dans cette guilde l'avant-dernière nuit. » Le docteur Leblanc continua de le fixer en silence. « Et si je refuse ?» fit-il enfin. « Alors, dit Carotte, j'en ai peur, je serai forcé à contre-cœur d'exécuter l'ordre qu'on m'a donné juste avant d'entrer. » Il lança un coup d'œil à Colomb. « C'est vrai, n'est-ce pas, sergent ?»« Quoi, hein? Ben oui. Je préférerais éviter ça, mais je n'ai pas le choix, » fit Carotte. Le docteur Leblanc fusilla les 2 hommes du regard. « Mais vous êtes dans l'enceinte de la guilde, une propriété privée. Vous n'avez pas le droit de... »« Je ne suis pas au courant de ça, je ne suis que caporal, » dit Carotte. « Mais je n'ai encore jamais désobéi à un ordre direct, et je le regrette de devoir vous informer que j'exécuterai celui-là jusqu'au bout et à la lettre. »« Non mais dites donc !» Carotte se rapprocha un peu. « Si ça peut vous soulager, j'aurais sûrement honte, » dit-il. Le clown plongea les yeux dans son regard honnête et n'y lut, comme tout le monde, que la pure vérité. « Écoutez, si je crie, dit le docteur Leblanc, qui rougissait sous son maquillage, je peux faire accourir ici une dizaine d'hommes. Croyez-moi, fit Carotte, ça me sera dans ce cas encore plus facile d'obéir. » Le docteur Leblanc se piquait de savoir juger les caractères. La mine résolue de Carotte n'exprimait qu'une honnêteté absolue, scrupuleuse. Il tripota une plume d'oie avant de la jeter par terre d'un geste brusque. « La barbe !» s'écria-t-il. « Comment vous avez su, hein? Qui vous a raconté ?»« Franchement, je ne saurais dire, » fit Carotte. « En tout cas, c'est logique. Il n'y a qu'une seule entrée à chacune des 2 guildes, mais elles sont adossées l'une à l'autre. Il a suffi que quelqu'un perce une ouverture dans le mur. »« Je vous assure que nous l'ignorions, » dit le clown. Le sergent Colomb était éperdu d'admiration. Il avait vu des joueurs bluffer avec une mauvaise main, mais jamais sans la moindre carte. « Nous avons cru qu'il ne s'agissait que d'une farce, » dit le clown. « Nous avons cru que le jeune ribouldingue l'avait fait pour rire. Puis on a trouvé son cadavre et nous n'avons pas... »« Vous feriez mieux de me montrer le trou, » dit Carotte. Les autres membres du guet se livraient dans la cour à des variations sur le thème « Prenons un air dégagé ». « Caporal chic ? Oui, agent Bourricot ?
Qu'est-ce que tout le monde dit sur les nains ? Oh, arrête, tu te fous de moi, hein ? Tous ceux qui connaissent les nains savent ça, fit Chicard. Bourriquot tout ça. Pas les nains, dit-il. Comment ça, pas les nains ? Personne nous a dit, à nous, ce que tout le monde sait sur les nains. Ben, j'imagine qu'on vous croyait au courant, fit Chicard d'une petite voix. Pas moi. Oh, d'accord, dit le caporal. Il jeta un coup d'œil au troll, puis se pencha vers Bourriquot et lui chuchota quelques mots approximativement dans la région de l'oreille. Bourriquot hocha la tête. « Oh, c'est tout ? Oui. C'est vrai ? Quoi ? Oh oui, évidemment. C'est naturel pour un nain. Certains sont mieux pourvus que d'autres, bien sûr. C'est toujours comme ça ? Moi, par exemple, j'ai économisé plus de 78 piastres. Non, je veux pas dire bien pourvu en argent. Je veux dire... Chicard chuchota encore. L'expression de Bourriquot ne changea pas. Chicard agita les sourcils. C'est vrai, hein ? Comment je saurais ? Je sais pas combien d'argent ont en moyenne les humains, moi. Chicard se tassa. Y a au moins un truc qui est vrai, dit-il. Vous autres, les nains, vous aimez vachement l'or, hein ? Bien sûr que non, soyez pas idiots. Ben, on dit seulement ça pour coucher avec. C'était une chambre de clown. Colomb s'était parfois demandé à quoi s'occupaient les clowns en privé, et il découvrait à présent le cadre de leur vie intime. L'embauchoir à chaussures démesurées, la presse à pantalon extra large, le miroir entouré de bougies, des bâtons de maquillage au format industriel, et un lit visiblement pas plus confortable qu'une couverture étendue par terre, car c'était le cas. On n'encourageait pas les clowns ni les fous à vivre dans la facilité. L'humour était une affaire sérieuse. Il y avait aussi un trou dans le mur, juste assez grand pour le passage d'un homme. Un petit tas de briques cassées se dressait auprès. L'obscurité régnait de l'autre côté. De l'autre côté, des gens en tuaient d'autres pour de l'argent. Carotte passa la tête et les épaules par l'ouverture, mais Colomb voulut le retenir. « Attends, mon gars, tu sais pas quelles horreurs se cachent derrière ces murs ? Je vais juste jeter un coup d'œil pour voir. Ça pourrait être une salle de torture, un cachot, un puits abominable, n'importe quoi. C'est seulement une chambre d'étudiant, sergent. Tu vois ?» Carotte franchit le trou. Ils l'entendirent se déplacer dans l'obscurité. Une obscurité d'assassin, curieusement plus riche et moins obscure que celle d'un clown. Il ressortit la tête. « Personne n'est venu ici depuis un moment, en tout cas, dit-il. Le plancher est tout couvert de poussière, mais j'ai aperçu des traces de pas. La porte est fermée à clé et verrouillée, de ce côté. » Le reste de Carotte suivit la tête. « Je veux être sûr de bien comprendre, dit-il au docteur Leblanc. Ribouledingue a percé un trou pour entrer dans la guilde des assassins, c'est ça ? Puis, il est allé faire exploser le dragon. Ensuite, il est revenu par le trou ? Alors comment on l'a tué ? Certainement un coup des assassins, fit le docteur Leblanc. Ils étaient dans leur droit. S'introduire dans une guilde, propriété privée, c'est un délit très grave après tout. Est-ce qu'on a revu Ribouledingue après l'explosion ? Demanda Carotte. Oh oui, Pipeau était de garde à la porte et il se souvient parfaitement l'avoir vu sortir. Il sait que c'était lui ? Le docteur Leblanc eut l'air interdit. Bien entendu. Comment il le sait ? Comment il le sait ? Il l'a reconnu, tiens. C'est de cette façon qu'on identifie les gens. On les regarde et on se dit, c'est un tel. C'est ce qu'on appelle l'identification, fit le clown en détachant volontairement les syllabes. C'était Ribouledingue. D'après Pipeau, il avait l'air soucieux. Ah, bien. Plus de questions, docteur. Est-ce que Ribouledingue avait des amis parmi les assassins ? Ma foi, c'est possible, c'est possible. Nous n'empêchons personne de venir nous voir. Carotte fixa la figure du clown. Puis il sortit. Puis il sourit. Évidemment. Bon, on a fait le tour de la question, je crois. Si seulement il s'en était tenu à quelque chose, vous savez, d'original,
fit le docteur Leblanc. Comme un seau de blanc de chaud au-dessus de la porte ou une tarte à la crème, suggéra le sergent Colomb. Voilà. Bon, on ferait bien d'y aller, dit Carotte. J'imagine que vous ne voulez pas porter plainte contre les assassins. Le docteur Leblanc s'efforça de prendre un air paniqué, sans grand succès derrière une bouche peinte en un large sourire. Quoi? Non, je veux dire, si un assassin s'était introduit par effraction dans notre guilde, enfin pour un autre motif que son travail, et nous avait volé quelque chose, eh bien, nous nous estimerions en droit de, disons, lui verser de la confiture dans sa chemise, fit Angois. Lui taper sur la tête avec une vessie au bout d'un bâton, fit Colomb. Peut-être. Chaque guilde fait comme elle veut, évidemment, dit Carotte. Je propose qu'on s'en aille, sergent. On n'a plus rien à faire ici. Excusez-nous pour le dérangement, docteur Leblanc. Je sens que tout ce tracas a dû vous mettre dans une grande fatigue nerveuse. Le clown était avachi de soulagement. N'en parlons plus, n'en parlons plus. Ravi de rendre service. Je sais que votre travail vous réclame. Il reconduisit ses visiteurs en bas de l'escalier, puis dans la cour, en les abreuvant désormais de menus propos. Les autres membres du guet se mirent au garde-à-vous dans un cliquetis métallique. « Ah oui, dit Carotte à l'instant où on lui faisait franchir la porte. J'aimerais vous demander une faveur. »« Bien entendu, bien entendu. »« Je sais que c'est un peu délicat, mais je m'intéresse beaucoup aux coutumes des guildes. Alors, est-ce que vous croyez qu'on pourrait me montrer votre musée ?»« Pardon ? Quel musée ? Le musée des clowns ? Ah, vous voulez parler de la salle des physionomies ? Ce n'est pas un musée. Bien entendu, ça n'a rien de secret. Pipeau, prenez en note. Nous serons ravis de vous le faire visiter quand vous voudrez, caporal. Merci beaucoup, docteur Leblanc. Quand vous voudrez. Je quitte justement mon service, dit Carotte. Là maintenant, ce serait parfait, vu que je suis sur place. Tu peux pas quitter ton service quand... Ouille, fit Colomb. Pardon, sergent ? Tu m'as flanqué un coup de pied. J'ai par inadvertance marché sur votre sandale, sergent. Excusez-moi. Colomb essaya de déchiffrer un message sur la figure de Carotte. Il avait l'habitude d'un Carotte simple. Un Carotte compliqué le déroutait autant que l'attaque furieuse d'un canard. On va y aller alors, hein, fit-il. Il n'y a pas de raison pour que vous restiez ici maintenant que tout est réglé, fit Carotte en grimaçant furieusement. Vous pourriez même prendre votre soirée d'ailleurs. Il jeta un regard vers les toits. Oh ben maintenant que tout est réglé, on y va, d'accord, dit Colomb. D'accord, Chicard ? Oh ouais, c'est ça, on y va vu que tout est réglé, confirma Chicard. T'as entendu, Bourricot ? Quoi, que tout est réglé, fit Bourricot. Oh ouais, vaut mieux qu'on y aille. D'accord, Détritus ? Détritus avait le regard perdu dans le vide, l'air morose, les phalanges appuyées par terre. Une posture normale pour un troll dans l'attente que lui vienne une nouvelle pensée. Les syllabes de son nom mirent d'un coup de pied un neurone vaguement en branle. « Quoi ?» fit-il. « Tout est réglé. »« Quoi ça ? » ?»« Tu sais, la mort de monsieur Cognejaret et tout. »« Ah bon ? » ?»« Oui. »« Oh. » Détritus réfléchit un instant, hocha la tête et réintégra l'état d'esprit qui l'occupait d'ordinaire. Un autre neurone grésilla. « D'accord, » lâcha-t-il. Bourricot l'observa un instant. « C'est tout, » fit-il d'un air triste. « On n'en tirera rien d'autre. »« Je vais vite revenir, » assura Carotte. « On y va ? Alex, c'est ça, docteur Leblanc ?»« Je n'y vois pas d'inconvénient, » dit le docteur Leblanc. « Très bien. Montrez au caporal Carotte tout ce qu'il désire voir, Pipeau. »« Bien, monsieur, » fit le petit clown. « Ça doit être un boulot amusant de faire le clown, » dit Carotte. « Ah bon ? Des tas de farces et de blagues, je veux dire. » Pipeau lança à Carotte un regard de travers. « Ben, fit-il, ça c'est bon côté. Je veux bien le croire, je veux bien le croire. »